Donc en 8 minutes, je vais essayer de vous exposer une belle histoire qui nous fait rêver, mais aussi la réalité du terrain qui nous fait parfois pleurer. Donc pourquoi avoir pensé et pourquoi s'interroger aujourd'hui sur le traitement du lupus érythémateux systémique sévère, surtout quand on a appris la médecine au Moyen-Âge chez le professeur Godot et que Jean-Charles Piette et tous mes collègues de la rive sud me disent il n'y a pas de lupus qui n'aille pas bien, il n'y a qu'à les mettre sous corticoïdes et biothérapie. Simplement parce que quand on regarde le reste du monde et l'Europe, on s'aperçoit que si certes tous les malades sont en rémission, un tiers vont rechuter et qu'on sait aujourd'hui de manière extensive en France, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, que la mortalité au cours du lupus est multipliée par 3 globalement par rapport à la population générale et de causes rénales par 5 ou 6, de causes cardiovasculaires et par infection, et que l'on sait qu'il existe chez tout patient lupique, lors du début de la maladie, un sous-groupe de ces malades caractérisé par des scores d'activité de la maladie parfaitement validés depuis 20 ans, que l'on peut identifier au début du traitement parce qu'ils vont mal répondre à la première traitement, parce qu'ils ont des facteurs pronostiques d'activité ou d'index de chronicité, notamment au niveau des lésions rénales, ou qu'ils vont rechuter après la première ligne de traitement ou développer une insuffisance rénale, et que ces malades sont à mauvais pronostic et que par conséquent, ils vont résister au traitement. Acte 1, il existe un sous-groupe de patients, environ 8 à 10%, qui nécessitent d'autres traitements que les traitements standards. Le deuxième point, qui est un article cher à notre réflexion commune au sein de MATEC, que l'on partage et qui mature au fil des ans, c'est que dans l'approche traditionnelle des maladies auto-immunes, il y a aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est là cet après-midi, une composante d'auto-immunité, certes, qui met en jeu la réponse immune adaptative, mais une composante d'auto-inflammation, bien sûr, qui met en jeu la réponse immune innée, et qu'il va falloir finalement avoir des approches qui sont peut-être complémentaires, mais qui associent le reset de la maladie auto-immune. C'est ce qu'on a fait quand on a fait des greffes de moelle et de cellules souches hématopoïétiques, maintenant qu'on sait que l'origine de cette auto-immunité est au niveau de la moelle osseuse, comme magistralement démontré depuis 1985 par Ikehara, mais aussi de se servir de nos fameuses cellules souches mésenchymateuses, qui ne sont plus du tout des cellules souches en 2020, mais qui, quand on suit l'évolution de la nomenclature et de la meilleure compréhension, et on a dans cette pièce des experts de tout horizon qui connaissent ça beaucoup mieux que nous, mais qui ont aidé et qui ont œuvré pour mettre en évidence les caractéristiques et l'identification de ces cellules souches mésenchymateuses, et qui aujourd'hui, si on suit Kaplan, sont en fait des cellules médicinales, puisque, comme parfaitement résumé en début d'après-midi, elles vont aller agir au site de l'inflammation, elles vont avoir des phénotypes qui vont se modifier selon l'état pro-inflammatoire ou non, et finalement agir très rapidement sur la régénération avec des actions diverses, avec une action trophique, une action pro-angiogénique et parfois des actions antifibrosantes, mais qui finalement agiraient selon la différenciation du tissu. Donc finalement, pour les praticiens modestes que nous sommes, et on est un certain nombre dans cette pièce, en tout cas c'est les 2/3 de MATEC, eh bien finalement on s'est posé la question au fil des ans en apprenant et en comprenant et en réfléchissant à quelles étaient les sources de cellules souches mésenchymateuses qu'on pouvait utiliser. 1, l'adipocyte, c'est le travail d'Issel en France. 2, le bone marrow, et c'est ce qui nous a guidés ici à Saint-Louis parce qu'on nous obligeait, la DRCI, à faire des myélogrammes et à analyser la moelle osseuse des patients sclérodermiques qu'on allait intensifier pour être sûr qu'on ne leur mettait pas des myélodysplasies. Donc on avait des cellules souches mésenchymateuses qu'on a pu étudier, et je rends hommage pour une fois à Jérôme Larguero, qui à l'époque avait 10 ans de moins et qui a pu et qui a su et qui a mené ses travaux avec le groupe de Tyndall et les malades qu'on traitait, et qui a été parmi, avec certains membres de son équipe qui sont aujourd'hui partis, mais d'autres l'ont remplacé, à étudier sur ces patients les caractéristiques des cellules souches mésenchymateuses des malades sclérodermiques à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a travaillé dans le premier PHRC au cours de la sclérodermie. Et puis, travaillant maintenant dans les mêmes locaux qu'Eliane Gluckman, je l'ai dit ce matin, et étant entouré d'hématologues et de spécialistes de l'utilisation du cordon, on a compris et on a appris non seulement que dans ces différentes sources possibles de cellules souches mésenchymateuses qui ont des marqueurs classiques,
eh bien, on peut utiliser soit de la moelle osseuse, soit de l'adipocyte, soit du cordon. Et pourquoi s'intéresser au cordon? Parce qu'on a compris les limites et les difficultés si remarquablement décrites, et le groupe de Karine Tart est leader mondial sur le sujet. Ça fait 10 ans qu'ils ont décrit l'hétérogénéité de ces cellules que vous nous avez magnifiquement résumées. Et puis finalement, si on veut être écologique et si on veut se dire qu'il y a un avenir, et qui est un avenir beaucoup plus grand et beaucoup plus développé en dehors de France, parce qu'en France, il n'y a pas de banque de cordon privée, mais la France, c'est un tout petit pays de plus en plus petit, et qu'ailleurs, il y a des banques privées, et c'est peut-être pour ça que ce soit de la Chine à l'Amérique du Nord ou à l'Amérique latine, c'est un sujet d'intérêt pour diversifier l'utilisation des cellules souches mésenchymateuses produites à partir du cordon ombilical pour 3 raisons. 1, c'est allogénique. 2, la collection est facile, c'est du recycling, il n'y a pas de problème éthique. 3, la majeure partie des gens aujourd'hui en dehors de France font du banking et du banking privé. Si vous avez 20 ans ou 40, entre 20 et 30 ans aujourd'hui, vous accouchez, on vous propose de conserver vos cellules. Et enfin, finalement, il va y avoir des spécificités. Et ces spécificités sont extrêmement importantes à définir. La capacité de prolifération semble meilleure. L'expression des antigènes, notamment HLA-DR, serait moindre, mais encore, il faut aller creuser dans les affaires et se demander quelles sont les propriétés respectives, comme ça a été fait en comparant adipocytes et bone marrow, et il faut aujourd'hui caractériser mieux ce produit. Finalement, quand on est clinicien et qu'on a des restes d'immunologie et qu'on a la chance de travailler avec vous, ceux qui ont parlé cet après-midi, on finit par comprendre, apprendre à apprendre, et on comprend qu'il ne faut surtout pas dire de bêtises, mais qu'effectivement, il y a un rationnel fondamental, et au cours du lupus, on peut orienter la balance comme on veut, mais le lupus, et les Chinois, ce sera la conclusion, ont élégamment démontré ces dernières années que c'est au niveau des dysfonctionnements des cellules dendritiques dans la présentation d'antigènes qui sont majeurs au cours du lupus que va être l'axe prédominant des MSC, mais ça, on pourra écrire l'histoire une fois qu'on aura traité nos malades, puisqu'il faut s'intéresser à toutes les approches immunomodulatrices et immunosuppressives, et là, on suivra ce que nous dit Karine, et ce que Karine et Joël nous disent, et avec le cerveau de vous tous. Alors, sur quoi on a raisonné très tôt pour avoir notre fameux financement? Et ça n'est pas un financement de PHRC, mais c'est un financement de la Fondation du Rhin qui nous a donné un prix il y a maintenant 4 ans et à qui nous sommes redevables de tout ce qui se fera dans le domaine. On s'est inspiré de ce que les Chinois commençaient à démontrer magistralement et très rapidement, c'est-à-dire d'abord au laboratoire, et quand on étudie le modèle expérimental de souris lupique et qu'on injecte des cellules mésenchymateuses dérivées du cordon ombilical, on s'aperçoit que sur ce modèle de souris lupique, eh bien, par rapport au groupe contrôle, qu'on s'intéresse à la protéinurie, à l'insuffisance rénale ou au taux des auto-anticorps, l'administration unique ou répétée, et on pourra y revenir, d'une dose donnée de cellules souches mésenchymateuses permet d'améliorer la néphropathie lupique et la maladie lupique dans ces modèles. Alors, on en était là des réflexions en se disant on a des patients, on sait qu'on veut travailler sur ce sujet, et parallèlement, les Chinois ont en 2010, dès 2010, montré et produit, et ça a été répliqué chez tous les patients atteints de maladies auto-immunes, et ça a été un argument supplémentaire pour aller chercher des sources de cellules souches mésenchymateuses allogéniques, les anomalies intrinsèques existantes sur les cellules souches mésenchymateuses de ces patients atteints de lupus, avec des anomalies multiples au niveau des signaux. Donc, le fer est réglé à nos yeux, mais il ne faut pas être dogmatique, il faut aller chercher des produits de thérapie cellulaire allogéniques. Donc là, on rentre dans notre grande amitié franco-chinoise, et ce n'est pas pour rien que M. Bureau préside cette séance, puisqu'il a été un des acteurs de la signature de notre collaboration Nankin-Saint-Louis, sous l'égide de l'AP-HP, qui nous a permis, à notre grande surprise, de voir notre nom apparaître dans des articles chinois qu'on n'avait pas relus, donc ça nous a un peu gênés. Mais enfin, on était contents parce que ce soit l'américain ou que ce soit moi, on était co-signataires, donc c'est bien pour les points SIGAPS. Mais finalement, les Chinois, les premiers, 81 malades, 50 follow-up, 84% de réponses publiées dans Arthritis et Rhumatism, qui est un journal dit sérieux, en 2010.
Donc, il y a plus de patients en Chine. En Chine, le lupus est une maladie endémique. Et d'ailleurs, quand on y va, on comprend. Et ces médecins connaissent le lupus et savent le traiter. Et ils ont les premiers décrits, et beaucoup mieux que nous maintenant, les atteintes pulmonaires, les atteintes rénales, sauf que c'est en chinois, on ne comprend pas bien, mais maintenant c'est en anglais. Et donc, finalement, ça nous a interrogés. Et je vous assure que c'est vrai, Gary Jacobson et moi-même avons découvert le papier comme ça. Et puis, parallèlement, on a eu la chance de pouvoir les faire venir parce qu'ils ont collaboré au groupe de l'EBMT dans le domaine des hématopoïétiques stem cells. Et c'est comme ça que, via l'EBMT, on a fait ce rapprochement uniquement dans le cadre de registres de données pour échanger des données complémentaires et s'enrichir les uns les autres. Et puis, finalement, à force de s'enrichir, et comme ils sont plus riches que nous aujourd'hui, on leur a proposé d'accueillir un étudiant chinois, qui est donc un rhumatologue étudiant qui a séjourné 1 an à Matec l'année dernière dans le cadre d'un contrat de valorisation de la PHP. Et là, ça nous a permis, le docteur Badoglio, le docteur Manuela Badoglio, Myriam Labopin, moi-même, et Pauline Lancio et moi-même, pardonnez-moi, de fouiller dans la base de données chinoise, puisqu'il est arrivé avec les données des 180 patients chinois. Et là aussi sûr que nous avons co-signé cet article et que nous avons analysé des données. Nous avons pu, avec la rigueur qui caractérise Myriam Labopin et le groupe, identifier 70 patients qui étaient des vrais patients pour lesquels nous avions les données de suivi de J0 à J1 an, de définir des critères de réponse utilisant les cellules souches mésenchymateuses dérivées du cordon ombilical dans des logiques de production qui étaient de fabriques pharmaceutiques bien clairement identifiées, et de dire que oui, on ne rêvait pas, et que finalement, chez ces malades, quand on prend des critères de réponse basés sur le SLEDAI et en définissant une réponse complète ou une réponse partielle, effectivement, l'administration de ces cellules souches mésenchymateuses a une efficacité, montre des résultats à 3 mois, à 6 mois et à 1 an sur les critères d'activité de la maladie lupique. Ce qui conduit nos amis nord-américains, qui quand même en la matière vont beaucoup moins vite que les Chinois, à publier en 2016, et c'est toujours le même Dan First, il est temps de faire un essai placebo randomisé, et c'est la raison pour laquelle nos collègues et les gens de Nanjing sont venus et que nous avons coécrit un projet d'essais randomisés en se disant qu'ils ont la production, ils ont les patients, on a un peu de capacité à raisonner avec eux, et donc on a écrit le protocole dont on rêve, puisqu'ils ont tout pour le faire, sauf qu'il est reparti avec le protocole, et maintenant on n'a plus de collaboration, parce qu'il a signé un accord de 10 millions de dollars avec les Américains pour mener à bien l'essai. Ce n'est pas grave, on a progressé dans notre réflexion, et donc l'essai est prêt, il est aussi dans notre ordinateur. Tout ça pour vous dire que, et c'est vrai, si on regarde les données qui sont publiées dans la littérature et résumées et qui sont un appel à dire, ben voilà, on a tous des données de par le monde qui nous disent qu'on peut utiliser ces cellules, qu'on a une efficacité, qu'on passe du laboratoire à l'homme en phase 1, phase 2. Qu'est-ce qu'il y a dans Clinical Trial? Un des orateurs a montré le nombre d'essais cliniques menés avec les MSC de par le monde. Finalement, Serge Bureau, vous serez content de votre investissement qui n'est pas nul et on vous en remercie puisque la France, grâce à vous et grâce aux équipes qui sont ici, aux cliniciens de Toulouse à Poitiers, et c'est un appel aux collègues dans cette salle, nous avons besoin d'inclure 8 patients, 7 patients dans cet essai. Il y a un essai français de phase 1-2 et puis des essais chinois et un essai américain qu'on détaillera, qui sont des essais de phase 1-2, et derrière les essais randomisés, qui est l'essai américain qui va inclure et qui a déjà inclus 80 patients. Donc l'idée, et là je me tourne vers Audrey Crasse, que je remercie en dépit de toutes les difficultés que nous traversons ensemble au fil des mois. Voilà ce que c'est que l'histoire de la mise au point d'un essai de phase 1. 4 ans de travail, on a le financement depuis 5 ans, c'est l'argent des malades, et donc il a fallu trouver le producteur. On était parti sur une production en collaboration avec les Portugais, mais le Portugal a fait faillite. Donc on s'est retourné vers les Anglais, et les Anglais, c'était avant le Brexit, il a fallu payer, bien sûr. Donc nous avons payé, Serge, 80 000 € la fabrication du cell stock. Et finalement,
Il a fallu 2 ans de travail en collaboration avec Mark Lodell et University College of London pour arriver à produire, et c'est la plaque de Audrey Crass ici, à partir d'un cordon ombilical, la digestion enzymatique, l'expansion in vitro, ce qu'on a vu, et les sacs de cryopréservation. Alors là, ai-je fait une erreur ou pas? J'ai écouté Jérôme et Audrey, et, parce que je leur fais confiance, et puis qu'on n'est pas compétent, mais comme Grégory Punier, j'ai envie de dire, ce qui se passe au laboratoire, chers amis, nous sommes des cliniciens, donc on est obligé de vous faire confiance. À l'époque, on nous disait « fresh is better », donc il faut avoir une étape de remise en culture des cellules dans le laboratoire d'accueil. C'est ce que nous avons signé la main dans la main, et c'est pour ça que Audrey et son équipe, une fois qu'on a reçu les cellules, doivent non seulement travailler, ça ils savent faire et excellemment, mais aussi se soumettre aux fourches codines de la NSM et de la régulation française. Et voilà pourquoi on a pris encore 2 ans de retard, puisque quand Audrey commande du plasma ou du platelet LISA pour traiter une malade qui attend sa greffe, elle fait la commande au mois de novembre et on est au mois de janvier, on s'aperçoit que la dame qui devait appuyer sur le bouton n'a pas appuyé sur le bouton et donc la malade sort du protocole. C'est ça la réalité du terrain. Aujourd'hui, il y a les gilets jaunes dehors, il y a les gilets jaunes dedans, donc on va surtout finir dans une note optimiste pour vous montrer que oui, le procédé est au point et il n'y a pas d'hésitation. Une fois qu'on a décidé qu'on peut inclure le malade, il y a une période de décongélation, puis d'expansion in vitro. A-t-elle un intérêt ou pas? On y a cru et on ira jusqu'au bout de 24 heures, mais qui va sans doute amener une nouvelle phase d'hétérogénéité dans cet essai, jusqu'à ce que Audrey traverse la cour en courant, et au moins elle le fait, parce que quand on a affaire à d'autres laboratoires de production, il nous est arrivé des déboires que nous ne recommencerons pas, y compris avec des équipes chevronnées. Et la recherche clinique, il y a des équipes de laboratoires qui sont fiables, il y en a d'autres qui le sont moins, et il faut que les laboratoires producteurs de cellules le comprennent, et qu'ils comprennent que nous, on a des malades et on n'a pas des boîtes de conserve. Quoi qu'il en soit, on a aujourd'hui le financement pour traiter 10 patients avec un lupus sévère défini par un Selena-Sledai ou un BILAG, qui sont nos scores dans notre jargon d'activité sévère de la maladie, qui sont ces 10-20% de patients qui sont résistants au traitement classique, pour tester dans un essai de phase 1-2 qu'on a designé ensemble un effet dose. Et on a entendu cet après-midi que peut-être trop de cellules n'est pas meilleur que moins de cellules. Donc on commencera à 2 millions de cellules pour 5 patients, puis avec la rigueur caractéristique de l'analyse des résultats, on passera aux 5 patients suivants. Donc on a le plaisir de vous dire que malgré tous ces déboires, depuis mai 2018, où on a l'autorisation, le premier patient a été traité en septembre 2019. Il y a 2 patients qui attendaient, un de Toulouse, un de Bichat, d'être traités. Et hélas, la dame qui devait appuyer sur le bouton n'a pas commandé. Donc Audrey a beau être prête, puisque elle et son équipe sont de toute confiance pour nous dire qu'ils peuvent délivrer un produit qui, en termes de tests, de numération, de viabilité, d'immunophénotypage, de colony formatting unit, et sur lesquels ils analyseront, et de sécurité du produit. Et c'est la valeur de la France, c'est-à-dire c'est la valeur ajoutée. Mais est-ce que le prix de la valeur ajoutée est tel à payer qu'on aura encore longtemps la force de mener des essais cliniques en France dans ces conditions? Je ne suis pas certaine que la révolte ne gronde pas. Après, ça ne nous empêche pas de collaborer à l'international, et tout le monde est là, et sur le national. Et la collaboration entre le groupe d'Inès Comegna et l'équipe d'Audrey est née, et elle se développe pour aller analyser la fonctionnalité, et avec Karine Tart. Donc, où est la DRCI? Eh bien, ce sont des patients où il faut que des techniciens, des assistants de recherche clinique de grande qualité, comme il y en a à Matec, puissent nous aider à sélectionner les patients. Et là, ça va beaucoup plus vite, comme dit M. Bureau, quand on fait en local, plutôt quand on a affaire à une énième personne qui ne connaît pas le protocole. De toute manière, en général, c'est nous, et ce sont les équipes de Matec. À Toulouse, c'est la même chose. Je suis sûre qu'à Nancy, c'est la même chose, qui devront tout faire pour qu'après, on ait le tampon de l'administration. Mais ce que je veux dire, c'est que mettre au point un Selena-Sledai, un BILAG ou un DRCI, c'est extrêmement long.
And when we spoke with Doron yesterday, he said, I don't do it, it's my technician who does it. When we speak with Ines, she doesn't do it, it's somebody who is doing it. So the systems are totally different in between France, where it is still everybody doing everything, and in other countries where it's much more disseminated. This is for Serge Bureau. Donc merci à Audrey qui a détaillé ici toute l'étape des périodes de production jusqu'à la libération. Vous voyez que ça n'est pas un petit travail. Tout ça pour conclure en se disant on va y arriver et dans un an on vous présentera les résultats et on aura réussi à faire cette étude de phase 1-2 pour tester pour la première fois au cours du lupus à petits coups chez 10 patients des cellules souches mésenchymateuses dérivées du cordon. On aura progressé pour les patients, pour la connaissance, mais pendant ce temps-là, le reste du monde tourne et les Américains qui ont eu 10 malades les ont traités bien sûr en 6 mois, ont produit leur cell stock, ils sont beaucoup plus riches. Isn't it, Richard? This is the North American trial, which is over. Meanwhile, we have treated 10 patients. Sauf que là, c'est un budget à 10 millions de dollars et nous, on a 200 000 euros. Ensuite, pendant ce temps-là, les Chinois, eux, continuent à publier. Comme ceux qui connaissent le lupus ici, on sait qu'une des axes pathogéniques majeurs, c'est la cellule dendritique et les anomalies de présentation ou de phagocytose du macrophage. Et vous voyez que le monde a tourné et que c'est là que se produit la science et le fondamental, puisqu'ils ont publié il y a un mois dans Nature Communication le mécanisme détaillé de l'action des cellules souches mésenchymateuses issues du cordon qui réverse finalement l'inactivité ou le défaut de fonctionnement des cellules dendritiques au cours du lupus, inhibent l'apoptose et vont vers l'induction de la tolérance. Donc, quels sont les challenges? Eh bien, quand c'est dans le New England, il paraît que c'est vrai parce que c'est en anglais. Donc, on peut toujours rêver. Oui, la production de ces cellules est un challenge et il faut s'entendre et faire confiance aux équipes qui produisent les cellules. Et c'est un appel aux laboratoires de thérapie cellulaire pour qu'ils se regroupent et qu'ils nous ont tendu la main. On arrive, grâce à ceux qui sont dans cette pièce, à travailler, mais c'est complexe. Le développement clinique est un enfer, Serge Bureau, et si on ne se change pas, on perdra. Et les issues régulatrices, it seems like it seems in every country except in China. Donc, pour remercier le noyau dur de Matec qui est ici avec l'équipe, Pauline Lancio, Audrey Crasse qui me supporte malgré mes interrogations excessives et qui fait partie de celles qui arrivent à maintenir le lien en dépit et contre l'adversité. Et puis Grégory Punier et Mathieu Puyade et Catney et Pauline avec qui on mène tous ces essais. Merci.